nouvelle fait immédiatement la une des journaux et se répand dans le monde entier. Nous allons continuer donc notre matinée avec Jacques de Saint-Victor qui est à ma droite, qui est professeur d'histoire du droit à Paris 8, qui est aussi critique au Figaro littéraire et qui va nous parler de cette criminalité mondialisée. Je lui passe la parole tout de suite. Merci, Monsieur le Président. Oui, le propos, c'est sur les élites criminelles en Italie, puisque, au fond, vous avez organisé très bien la réunion. On a d'abord parlé vraiment des bas-fonds du crime avec le goulag. On est monté aux mafias qui sont un peu ce qu'on pourrait appeler l'aristocratie du crime. Et maintenant, on arrive à ce que l'on appelle en Italie les zones grises, c'est-à-dire, on utilise aussi d'autres termes, je ne vais pas vous les citer tous, la bourgeoisie mafieuse, enfin, tous ces éléments de l'élite qui font que, en réalité, ce système criminel très particulier se maintient parce qu'il n'est pas un système totalement autonome, c'est-à-dire qu'il est en lien direct avec un certain nombre d'élites légales. En 2007, Luca de Montezemolo disait « Être un chef d'entreprise honnête dans le mezzogiorno relève de l'héroïsme ». Alors, qui est Luca de Montezemolo? Ce n'est pas un magistrat ombrageux, ce n'est pas un criminologue obsessionnel, ce n'est même pas un sociologue gauchiste qui voit des méchants partout. Luca Cordero de Montezemolo, c'est, à l'époque où il parle, le président de la Confindustria, c'est-à-dire le Madame Parizeau italien. Et s'il s'exprime ainsi, c'est parce que les élites italiennes ont aujourd'hui parfaitement conscience du problème qui est celui de la contamination de ce qu'on appelle les zones légales par les logiques du crime organisé. Mais non pas exercées par les organisations criminelles, mais par les propres membres de ces zones dites grises. En 2008, les conclusions du rapport anti-mafia, j'en dis un simple mot, évoquaient l'existence d'un contrôle affaiриsto-mafieux des activités économiques les plus significatives de l'Italie. Et cette conclusion de la commission parlementaire ajoutait qu'il y avait aujourd'hui une infiltration systémique dans le monde institutionnel et politique. Alors comment on en est arrivé là et comment l'Italie a finalement réussi, d'une certaine façon en tout cas, à comprendre cette contamination et comment a-t-elle réussi à l'analyser? Parce que avec un discours comme celui de Montezemolo, dans d'autres pays comme la France ou autres, vous passez immédiatement pour un dangereux gauchiste. Eh bien, pour comprendre, il faut remonter une vingtaine d'années en arrière, et Fabrice Risoli l'a cité, en effet, nous fêtons cette année, en 2012, les 20 ans de la mort du juge Falcone, qui a été un élément, un auteur, non seulement un magistrat très important, mais qui a aussi mené la réflexion de la justice et même du monde académique, très loin dans la connaissance des mécanismes secrets qui organisent ce monde, cette nébuleuse du crime organisé. Et dans les années 90, au début des années 90, le juge Falcone avait pris conscience que, en réalité, comme le dira ensuite Nando della Chiesa, le fils du général de la Chiesa, le pouvoir de la mafia gît en dehors de la mafia. Et c'est justement dans ces zones très difficiles à atteindre que se situe la véritable clé de ce phénomène très particulier qu'on appelle la mafia et qui, de fait, n'a rien à voir avec la criminalité organisée classique dont nous a parlé un insider, comme le disait Fabrice Risoli. Alors, comment Falcone est arrivé à cette analyse? Outre, évidemment, ses dossiers judiciaires, il a découvert un petit livre qui était alors totalement inconnu, y compris en Italie, et qui, hélas, est resté encore aujourd'hui limité dans sa connaissance à la sphère italienne, parce qu'il faut dire que ce livre n'a pas eu de chance, il a eu un très mauvais éditeur. C'est un livre de 1877, et il a pour titre « Conditions politiques et administratives de la Sicile ». Alors évidemment, avec un titre pareil, vous ne mobilisez pas vraiment les foules. Pourtant,
c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler le livre fondateur de notre connaissance de la mafia. C'est un peu, son auteur est un baron toscan qui a écrit cette analyse en 1877, c'est un peu, si vous voulez, le Tocqueville du crime organisé. Il mériterait vraiment d'être traduit dans toutes les langues. Hélas, pour l'instant, il n'est qu'en italien, et pourtant, cet homme, en 1877, a tout compris. Il a tout vu, et Falcone s'est beaucoup appuyé sur son analyse pour comprendre qu'en réalité, les impressions qu'il avait, et qui étaient absolument cachées à l'époque par le discours des élites, eh bien, c'était vraiment ce que déjà, dès la fin du XIXe siècle, ce baron toscan qui est arrivé en Sicile pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette île extrêmement étrange, eh bien, avait pressenti. Alors, quelles sont les grandes leçons du livre de Franchetti qui touche directement ma conférence, c'est-à-dire cette question des élites criminelles? Premièrement, Franchetti constate une chose qui, à l'époque, paraissait totalement inconcevable. La mafia n'est pas le fruit de la pauvreté. La mafia est le fruit de la richesse. Généralement, on pense en effet que les phénomènes de crime organisé, et c'est vrai pour un certain nombre de phénomènes de crime organisé, relèvent des problèmes de pauvreté. Vous volez parce que vous êtes pauvre. Mais là, ce que constate Franchetti, c'est que la naissance même du phénomène mafieux, ce n'est pas dans le centre de la Sicile, qui est en effet assez pauvre, avec des latifundia, mais assez peu rémunératrices. Le cœur de la naissance de la mafia est dans ce qu'on appelle la Conca d'Oro, c'est-à-dire la corne d'or autour de Palerme, et qui, à l'époque, est la zone d'Europe la plus riche sur le plan agricole, supérieure même aux productions du bassin parisien. Alors, Franchetti, qui est un esprit des Lumières, un disciple de Stuart Mill, etc., ne comprend pas. On lui a dit normalement, plus on va s'enrichir, plus l'économie se libéralise, plus le progrès avance, et normalement, plus le crime régresse. Il constate exactement le contraire dans cette région de la Sicile occidentale. Deuxième constatation qui alors continue à le perturber encore plus, les criminels dits mafieux, on utilise déjà le terme, même si on parle beaucoup plus encore à l'époque de sectes criminelles, ces sectes criminelles ne sont pas du tout dirigées par des délinquants venus des bas-fonds. Ces sectes criminelles sont dirigées par des bourgeois. Alors là, il est absolument décontenancé parce que, pour lui, normalement, un malfaiteur, eh bien, c'est quelqu'un qui vient d'un milieu extrêmement, disons, marginal. Et là, il a constaté que la plupart des chefs criminels de ces sectes qui tournent autour de Palerme sont ce qu'il appelle, je dis le terme d'abord en italien parce qu'il a un charme assez singulier et il jouera un rôle très important dans la connaissance criminologique ultérieure, ce sont des facinorosi della classe media, des fauteurs de troubles de la classe moyenne. Mais quand Franchetti, qui est un aristocrate toscan, parle de classe moyenne, il veut dire la classe bourgeoise. Et pourquoi c'est pour lui quelque chose de tout à fait singulier? C'est qu'il a le sentiment que partout ailleurs en Europe, la fin du féodalisme et l'arrivée d'une économie à la fois libérale et capitaliste marquent le progrès et surtout l'arrivée au pouvoir d'une classe à la fois laborieuse et paisible, c'est-à-dire la classe bourgeoise. Et que normalement, et c'est vrai dans la plupart des autres pays d'Europe, tout au moins en apparence, l'arrivée de cette classe bourgeoise au pouvoir marque la fin de ce qu'était la prédation féodale. Car en effet, le système féodal était un système extrêmement prédateur, dirigé, surtout dans des pays comme le sud de l'Italie, par des nobles s'appuyant sur des bandes criminelles. Il pensait que le changement complet de société, à partir du début du XIXe siècle, allait balayer complètement ce vieux système archaïque. Et il constate qu'au contraire, ce système se maintient, mais il se maintient d'une nouvelle forme. Et c'est là où il introduit le concept clé, qu'on a souvent très très mal compris dans le domaine de la criminologie, qui s'appelle la démocratisation de la violence. Qu'est-ce qu'entend Franchetti quand il parle de démocratisation de la violence? Il ne veut pas du tout dire que la violence, désormais, va être perpétrée par des groupes de marginaux. Nous savons tous, depuis les pirates d'Alexandre, depuis la Cour des miracles, depuis les bandits de la forêt de Sherwood, que la violence est aussi le fait des marginaux.
Qu'est-ce que veut dire Franchetti quand il parle de démocratisation de la violence? Il veut dire simplement que l'usage qui avait été fait dans les temps féodaux de la violence par les vieux féodaux, après la révolution, disons, politique, la fin de la féodalité, cet usage va être repris, démocratisé par la nouvelle classe qui arrive au pouvoir, qui est cette classe bourgeoise. Alors, je vous rappelle que l'auteur Franchetti n'a rien de marxiste, rien de contestataire, c'est un baron toscan qui arrive en 1877 pour faire un constat, comment expliquer cette criminalité endémique qui déjà à l'époque ravage la Sicile occidentale. Et quand Falcone, en 1900, la fin des années 80, découvre ce texte, ça lui semble absolument lumineux, parce qu'il se dit, mais c'est exactement ce qui se passe encore aujourd'hui. Et alors le vrai problème, c'est comment parvenir à résoudre ce problème de ces classes aisées qui dirigent d'une certaine façon en sous-main la mafia, ou en tout cas qui cohabitent avec elle et l'utilisent dans un rapport réciproque, synalagmatique pour dire un terme juridique. Comment réussir à parvenir à toucher juridiquement ce rapport synalagmatique, sachant que depuis le XIXe siècle, ces classes-là n'ont jamais pu être atteintes. On a pu, au fur et à mesure disons, par exemple, à l'époque du fascisme, on a pu toucher ce qu'on a appelé la mafia militaire. Il y a eu des arrestations en masse à l'époque de Maury, même si on sait aujourd'hui qu'en réalité, le fascisme n'a pas fait grand-chose contre la mafia. Mais en tout cas, il y a eu quand même des arrestations de ce qu'on appelle la mafia militaire, c'est-à-dire la représentation classique que l'on a des mafieux. Mais les classes dirigeantes qui utilisaient le crime organisé n'avaient jamais été touchées. Et alors c'est là où Falcone envisage un système juridique qui puisse essayer de sanctionner ces classes qui ont un rapport synalagmatique avec le monde du crime organisé. En 1992, comme tout le monde le sait, donc, il est assassiné, il ne parvient pas à ses fins, mais en 1994, c'est-à-dire 2 ans après sa mort, la Cour de cassation italienne, toutes sections réunies, admet la construction juridique que Falcone avait tenté d'inspirer à ses collègues, qui est ce que l'on appelle le concours externe en association mafieuse, c'est-à-dire, en réalité, je vais très vite pour ne pas vous ennuyer avec des termes juridiques, la complicité avec l'organisation mafieuse. Alors, sur un plan purement juridique, c'est une horreur, parce que c'est une construction purement jurisprudentielle et en matière de droit pénal, c'est particulièrement contestable. Mais si l'on peut dire, c'est pour la bonne cause. Car en effet, cette construction juridique, malgré ses défauts, malgré ses limites, eh bien, a commencé à permettre, à partir des années 90, surtout à la fin des années 90 et au début des années 2000, eh bien, elle a commencé à toucher ceux qui étaient... Vous m'arrêtez si je dépasse, je ne sais plus trop l'heure, vous m'arrêterez immédiatement, voilà, absolument, a commencé à toucher un certain nombre d'élites qui, jusqu'à présent, étaient restées totalement insoupçonnables. Alors, ce n'est pas exactement sur ce motif qu'a été poursuivi le président du Conseil, Giulio Andreotti, parce qu'à l'époque des faits reprochés à Giulio Andreotti, il n'y avait pas encore l'association mafieuse, mais enfin, c'est sur le même système qu'il a été mis en cause. Vous savez qu'il n'a pas été condamné parce qu'on a considéré que les faits étaient prescrits, mais en réalité, on a considéré qu'en effet, il y avait eu un lien étroit entre le président du Conseil et les associations mafieuses. C'est surtout sur ce motif du concours externe en association mafieuse que l'on poursuit aujourd'hui le numéro 2 du groupe Berlusconi, le sénateur Marcello Dell'Utri, qui est le créateur de Forza Italia, le parti de Berlusconi, et qui est poursuivi depuis maintenant de nombreuses années sur ce motif de concours externe en association mafieuse. Et il y a une kyrielle d'arrêts, si vous regardez la jurisprudence italienne, qui permet à la fois de toucher le monde politique, le monde policier et judiciaire, car la mafia a aussi des liens étroits avec ce milieu, ce qui lui permet d'en tirer des bénéfices substantiels dans un certain nombre de cas, et puis surtout, puisque le propos est sur l'élite criminelle, le monde économique, le monde en particulier de l'entreprise. Et là-dessus, si on
examine avec précision ce qu'a produit la jurisprudence italienne, elle a permis de clarifier un certain nombre de choses qui vraiment sont extrêmement intéressantes. Parce qu'elle part du principe suivant. Dans une zone dominée par la mafia, ce qui n'est pas uniquement le cas maintenant, comme vous le savez, uniquement du sud de l'Italie, puisque la mafia s'étend un peu, hein, comme vous le savez. Eh bien, dans une zone dominée par la mafia, il n'y a pas de possibilité d'être un chef d'entreprise totalement, disons, oui, il n'y a pas de possibilité d'être un chef d'entreprise totalement libre. Vous êtes de toute façon soumis au crime organisé. Donc, il faut essayer de distinguer entre différents cas de figure. Vous avez d'abord ce qu'on appelle le chef d'entreprise soumis. Qu'est-ce qu'un chef d'entreprise soumis? Eh bien, c'est un chef d'entreprise qui est parfaitement honnête, qui travaille dans une zone contrôlée par la mafia et qui doit payer ce qu'on appelle l'impôt mafieux, le pizzo. Bon. Mais ce chef d'entreprise n'a aucun lien avec l'organisation criminelle. Il est simplement une victime de son activité à cette organisation criminelle. Ensuite, vous avez le chef d'entreprise considéré comme dépendant. On appelle ça le chef d'entreprise dépendant, parce que ce chef d'entreprise dépendant, qu'est-ce qui s'est passé? Généralement, c'est un chef d'entreprise qui a eu des difficultés à un moment de son existence. Et le système bancaire dans le sud de l'Italie est souvent assez faible, peu réactif, et donc il a fallu à un moment, il avait besoin d'un argent immédiat, il a fallu donc aller chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire dans des organisations criminelles, qui évidemment, dans le sud de l'Italie, c'est une pratique très fréquente, pratique l'usure. Donc des taux usuraires qui parfois s'élèvent à 70 ou 60 ou 80% par an, des choses absolument épouvantables. Donc très vite, ce chef d'entreprise bascule dans une dépendance complète avec l'organisation criminelle, et par conséquent, celle-ci va utiliser son entreprise pour faire un peu tout ce qu'elle veut. C'est-à-dire que ce chef d'entreprise, au fond, il est certes associé du coup à l'organisation criminelle, mais c'est plus par la fatalité des enchaînements que par une volonté propre. Dans les deux cas de figure, chef d'entreprise soumis, chef d'entreprise dépendant, on ne peut pas vraiment parler de bourgeoisie mafieuse. En revanche, le troisième et le quatrième cas dont je vais vous parler relèvent véritablement de ce qu'on peut appeler des élites criminelles. Premier cas, c'est ce que l'on appelle le chef d'entreprise qui est, je retiens le titre exact, le chef d'entreprise complice. Alors là, de quoi s'agit-il? Il s'agit toujours de gens qui ne sont pas membres d'organisations mafieuses. Hein. On est bien dans un cas où les gens ne sont pas dans l'organisation. Mais ces gens, souvent des chefs d'entreprise locaux, mais puissants, ont décidé, pour des raisons purement instrumentales, pour augmenter leur chiffre d'affaires, et ils ont décidé de passer un pacte scélérat avec l'entreprise, avec le clan criminel. L'exemple le plus célèbre, c'est ce qu'on a appelé les Chevaliers du Travail de Catane. Catane est une ville de l'est de la Sicile où, normalement, de tradition, il n'y avait pas de mafia. Bon, c'est pas tout à fait vrai, mais enfin, il n'y a pas de mafia comme dans la région de Palerme. Or, ces chefs d'entreprise, ils étaient 4, des gros promoteurs immobiliers très puissants, se sont dit, on va passer un pacte avec les mafieux de Palerme, ils vont nous donner une grosse partie du marché immobilier de la construction qui, à l'époque, était en plein boom à Palerme. Et en contrepartie, on va leur donner, je simplifie évidemment, hein, on va leur donner nos réseaux de relations politiques, économiques, mondaines, enfin bref, tout ce qui peut leur être utile à eux, notamment pour s'implanter dans la région de la Sicile orientale, où, jusqu'alors, la mafia était assez peu présente. Donc là, vous êtes dans le cadre du chef d'entreprise complice. Il a un rapport purement, disons, d'affaires avec l'organisation criminelle. Et puis vous avez enfin ce qu'on appelle le chef d'entreprise instrumental, qui généralement, alors lui, c'est une grosse entreprise nationale, voire multinationale, qui, à un moment donné, a un chantier ou a une affaire sur un territoire dominé par la mafia. Alors c'est un chef d'entreprise qui ne se pose pas de soucis. Il se dit, bon, normalement, dans un pays à peu près classique, il y a l'État, je dois passer des contrats en ayant des rapports avec les autorités politiques. Eh bien là, dans le cadre d'un contrat en Sicile occidentale ou dans la plaine de Gioia Tauro ou dans la région de Naples, eh bien je passe un contrat
évidemment, c'est un contrat qui n'est pas juridique, bien sûr. Je passe un pacte avec l'organisation qui contrôle ce territoire. C'est un pacte purement instrumental. Les deux parties se considèrent comme des partenaires, c'est-à-dire ils n'ont pas de relation particulière. Le chef d'entreprise, en tout cas son représentant local, ne participe pas à ce qu'on appelle l'affectio societatis de l'organisation criminelle. Il est purement détaché, si vous voulez. Il ne se considère d'ailleurs pas du tout comme favorisant l'organisation mafieuse, puisqu'il est juste là en se disant il y a l'organisation mafieuse, elle me demande de payer un certain nombre de prestations, je les lui paye pour éviter tout problème. Sauf que, et vous avez des cas alors qui ont été très bien établis par la justice, comme dans l'affaire Parmalat par exemple, ou dans l'affaire Ferruzzi, qui sont des grandes entreprises italiennes multinationales que vous connaissez tous, qui ont pactisé de manière instrumentale avec les organisations criminelles locales. Alors, en réalité, ces entrepreneurs instrumentaux sont considérés par la justice comme participant et favorisant considérablement le développement de la mafia. Parce qu'en effet, vous imaginez l'image locale, le message local qui passe lorsqu'un clan criminel passe un pacte avec des entreprises aussi prestigieuses que la Parmalat ou la Ferruzzi. C'est-à-dire que c'est en réalité un blanc-seing qui est donné pour tous les autres entreprises locales. Bien, donc en réalité, nous voyons que cette logique criminelle se développe considérablement et la jurisprudence italienne est parvenue à nous faire comprendre justement quelque chose qui, dans beaucoup d'autres pays, est méconnu. Et je conclurai par un mot d'esprit de Norberto Bobbio, qui est le grand philosophe italien que l'on a souvent comparé au Raymond Aron, donc italien, qui disait « Il ne faut pas vraiment croire qu'en Italie, tout ce que l'on dit sur le pouvoir invisible ne soit propre qu'à l'Italie. » Bobbio ajoutait « C'est peut-être tout simplement parce qu'en Italie, le pouvoir invisible est le plus visible. » Merci pour cette jolie formule et cet exposé très, très clair, avec au fond le rôle du juge Falcone qui avait souligné ce phénomène qu'au fond la mafia était hors la mafia d'une certaine façon. Vous nous avez rappelé, complété, disons, l'exposé précédent sur l'arsenal juridique anti-mafia et cette notion de concours externe d'associations mafieuses, une construction jurisprudentielle, avez-vous dit, est compliquée, mais qui permet tout de même d'endiguer le phénomène et de le combattre. Vous avez rappelé le procès Andreotti, oui, en fait, les faits étaient prescrits, et c'est comme ça qu'il s'en est tiré, parce que sinon, je pense qu'il aurait été condamné. Et j'ai noté cette distinction intéressante entre les chefs d'entreprise soumis qui se contentent de payer le pizzo et les dépendants, les complices et les instrumentalisés, si je puis dire. On voit bien comment le système peut fonctionner. Merci en tout cas, Jacques de Saint-Victor.